De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Samuel Gembok et Alfred Chango sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'authenticité et la beauté du textile artisanal africain est une réalité aujourd'hui. Et de leurs mains, les artisans locaux comme les tailleurs, les tisserands ou encore les teinturiers, les brodeurs ont chaque jour à leur actif des créations qui attirent les regards des touristes. Mais les conditions de travail et la rémunération ne sont pas forcément au rendez-vous. Ce sont là les plus grands obstacles pour que l'artisanat africain s'exporte à l'extérieur. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Au Mali, au Bénin, en Guinée et dans de nombreux pays en Afrique, le textile artisanal a un poids important. Les motifs, les couleurs, les textures ainsi que les créations faites à la main ont bien souvent attiré les regards des touristes et de simples amateurs de la mode. Ces créateurs restent le plus souvent anonymes. Ils sont brodeurs, tisserands, tailleurs ou encore teinturiers. Ils ont choisi de faire de leur métier une passion au service de la beauté africaine. Même s'il est vrai que les moyens pour donner un sens à cette passion ne sont pas toujours disponibles, tout le monde reste unanime sur le fait que le travail effectué par ces artisans est primordial pour faire valoir les potentialités du continent dans le domaine du textile. Dans l'un des quartiers populaires de Nouakchott, la capitale mauritanienne, ce midi, Maman Diango Diagana travaille avec des membres de sa famille. Un travail qui consiste à transformer de simples tissus en de véritables objets d'art où textures, motifs et couleurs se marient pour donner un résultat éclatant. Maman Diango travaille aujourd'hui avec sa sœur aînée et quelques-unes de ses nièces. La teinturerie ici est une histoire de famille. La teinture, c'est un métier qu'on a hérité de nos arrière-grands-parents jusqu'à nous. Ce n'est pas un métier qu'on vient de l'apprendre maintenant. C'est notre gagne-pain aujourd'hui. Mais maintenant, elle n'est plus à la portée seulement de Soniké. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Elle est à la portée de tout le monde. Dans les cours des maisons et parfois dans des lieux bien plus austères, les teinturières de la ville de Nouakchott donnent de la texture et de la couleur au textile africain. L'histoire de la famille Diagana est comme celle de beaucoup d'autres à Nouakchott. Malgré les difficultés rencontrées, c'est l'amour porté par ces femmes à la teinturerie qui leur permet d'avancer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, nous. On a commencé depuis les années 76-75. Jusqu'à nos jours, je peux même vous sortir notre statut. Mais rien n'est fait à notre égard, nous personnellement. Le métier de teinturière pour ces femmes est certes une passion, mais ce n'est pas sans compter certaines difficultés. Pour Maman Diango et sa famille, le principal problème reste l'approvisionnement en eau. On passe toute la journée à acheter, à payer les fûts. Nous payons les fûts, 300 le fût. Et on utilise 5 à 6 barils par jour, à raison de 300 ouguiya. Les métiers du textile artisanal sont aussi riches que variés. La broderie, le tissage, le tricotage ou encore la couture sont autant de métiers exercés par de braves hommes et femmes pour permettre à l'art africain de garder toute son authenticité. Non loin de la Mauritanie, en Guinée, l'artisanat local en matière de textile a fait son chemin. La promotion du textile guinéen est aujourd'hui au cœur des préoccupations des acteurs de la mode et du stylisme qui privilégient la mise en commun de leurs efforts. Nous, on s'est dit que notre textile est vraiment délaissé. Et nous, en tant que stylistes, mon groupement a choisi de faire la promotion du textile guinéen. Donc, depuis 2013, nous avons commencé ce combat. Nous avons fait une première édition d'un défilé de mode dénommé Guessé. Lors des grands défilés de mode au niveau africain et même à l'international, les tissus mis en valeur ne viennent pas que des grandes boutiques ou des maisons réputées de fabrication de textiles. Mais ils viennent parfois de lieux modestes comme ici au quartier Sogojimka, dans la banlieue de Nouakchott. Des tissus fabriqués à la main avec un savoir-faire qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais s'il est vrai que la qualité de ces produits reste bien souvent appréciée, c'est également une réalité que les conditions de vie et de travail de ces artisans ne sont pas des plus nobles. Ils doivent sans cesse faire face à la concurrence des grandes industries étrangères de fabrication de textiles qui mettent sur le marché à des prix réduits des produits dont la qualité n'est pas la même que ceux fabriqués au niveau local. Ces industries, on en a toujours parlé. Ma grande sœur là qui est là assise, les gens prennent leurs motifs qu'elles font, les attachent, la couture, la cire, ils envoient ça en Chine, on le reproduit sur les voiles. On vient, on le vend au prix auquel nous on ne le vend pas. Donc avec cette industrie, on n'est pas dédommagé. Produire du textile au niveau local est une chose, arriver à écouler la production en est une autre. Faute de moyens financiers suffisants,
Beaucoup préfèrent souvent acheter les tissus contrefaits, souvent en provenance de Chine et d'ailleurs, au détriment des produits fabriqués au niveau local. Le pouvoir d'achat guinéen est très faible et nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui sont à l'extérieur, au niveau prix, au niveau matériel même. Nous n'avons pas de matériel, souvent on est obligé d'aller dans la friperie. Et alors qu'on a besoin d'un centre d'achat que nous sommes en train, avec le groupement, nous sommes en train de faire petit à petit et mettre ces centrales d'achat en marche. Parce que là, c'est pour cela qu'on s'est regroupé et pour faire un groupement de stylistes. Et cela, c'est pour non seulement remédier à tous ces problèmes que nous avons, les problèmes d'ouvriers, parce que nous n'avons pas des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aucune école de couture en Guinée. À ce jour, 93 corps de métier constituent le secteur artisanal en Guinée. Organisés en groupement, union ou encore association, les professionnels du secteur artisanal ont du mal à mettre en valeur leurs talents. La difficulté principale pour chacun des corps de métier reste le manque de financement. Malgré l'opportunité de l'accès au microcrédit, plusieurs préfèrent s'organiser autrement. Les taux d'intérêt élevés de ces crédits freinent souvent les ardeurs. C'est le taux qui est un peu cher, 2%. Avec le 2%, c'est un peu difficile de faire ce remboursement-là. Tu dois te nourrir tes enfants, tous nos problèmes, c'est dans cette teinture-là. Donc nous préférons vraiment cotiser et rassembler cette cotisation pour faire la teinture et la saponification. En Guinée, l'artisanat occupe plus de 500 000 emplois et contribuerait à hauteur de 48% du PIB. En 2013, le gouvernement s'est fixé pour objectif de construire des villages artisanaux dans 3 régions du pays. Ce projet prévoyait également la réalisation d'un centre de formation pilote à Conakry. En Bogolan, en indigo ou fait de toute autre technique artisanale, le textile africain a bien une identité. Elle représente même le reflet d'une démarche de création et de consommation citoyenne. Les perspectives de cette démarche identitaire résident dans la vulgarisation et la mise à disposition de mécanismes encourageant le consommer local. Alfred, Samuel, je vais vous appeler Alfred toute la soirée, décidément. Alors on l'a vu, l'Afrique a un artisanat riche, varié, on l'a d'autant plus vu avec le textile, une qualité de tissu, des couleurs qu'il n'y a pas ailleurs, et pourtant le textile africain peine à s'exporter. Pourquoi ? Oui, il peine à s'exporter pour 2 principales raisons, parce que les spécialistes du marketing disent que le savoir-faire à lui tout seul ne suffit plus, il faut savoir vendre. Et parmi les faiblesses identifiées à l'artisan, et notamment à l'artisan africain, c'est justement dans le domaine de la démarche commerciale. L'artisan africain ne dispose pas encore les clés de succès dans l'action commerciale et le marketing. Et à ce niveau, il faut des formations adaptées à la commercialisation de leurs produits. Le tissage a une dimension symbolique tout à fait particulière parce que c'est quand même un bon témoignage pour le passé en Afrique et il faut bien le préserver, notamment dans les perspectives de développement durable. Il faut justement équilibrer la consommation, qu'elle soit occidentale, asiatique ou africaine, mais protéger aussi la production locale. Mais pour que cette production locale puisse survivre, il faut absolument l'adapter à la conjoncture économique et commerciale internationale actuelle. Alors, Alfred, le problème également de tous ces métiers, de toutes ces petites mains, comme nous le disions en début de semaine, donc tisserand, couturier, brodeur, teinturier, c'est également des conditions de travail très pénibles et un niveau de rémunération qui est très très bas. Mais exactement, Amira. D'ailleurs, on l'a vu dans les reportages, ces dames témoignaient de ces difficultés-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, effectivement, qu'il faut arriver à un certain niveau de modernisation, à un certain niveau de sophistication technique, c'est-à-dire avoir déjà, c'est bien de se regrouper en un groupement justement des teinturières, etc. Mais c'est encore mieux d'avoir du matériel adapté justement au marché d'aujourd'hui. On ne peut pas rester dans l'artisanat perpétuellement. Le monde évolue. Donc il y a déjà un marché local, national à créer, mais pour créer ce marché, il faut avoir la capacité de produire en nombre, en série, donc avoir des usines. Là, les teintures doivent venir
ils doivent commander des teintures de l'extérieur pour les monter de manière artisanale, alors qu'il suffit, on l'a vu, le problème de l'eau. Il suffit simplement de faire venir l'eau, d'avoir une usine où l'eau arrive directement, l'électricité, avoir des machines électriques, parce que là on voit encore à pédale, alors qu'aujourd'hui on est à l'ère des machines électriques qui font, et puis avoir des patrons, des modèles, etc. Donc il faut un minimum d'industrialisation de ce secteur-là pour permettre justement, à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui travaillent dans cette industrie-là du tissage en particulier, mais on a cité d'autres tout autour, de pouvoir produire qualitativement et quantitativement, et en même temps de pouvoir bénéficier de ressources en retour justement des produits, des ressources de leur vente, de la vente de leurs produits. Si on ne structure pas, si on n'organise pas tout ça, effectivement, on va continuer à avoir des machines qui datent d'une certaine époque, des pratiques qui sont dangereuses d'ailleurs pour la santé, hein, et que donc effectivement il faut sortir de là. Dernière chose, les États, c'est-à-dire les ministères des PMI, du commerce, etc., ont obligation justement de mettre à disposition de ce secteur-là des moyens financiers, des moyens d'appui, de soutien pour le développement et la promotion de ce secteur. Sans quoi, effectivement, ça restera toujours au niveau familial et ça n'apportera pas beaucoup, non seulement à ces personnes-là, ni à la richesse nationale. Alors, Samuel, le problème, on l'a soulevé en début de semaine, encore hier, c'est vraiment cette industrialisation du produit artisanal. Alors, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a celui d'Alfred qui plaide pour cette industrialisation, et puis il y a l'autre camp qui, selon lui, cette industrialisation serait une menace, justement, pour tout produit artisanal. Comment vous positionnez-vous par rapport à ces deux écoles? J'aurais un penchant pour l'industrialisation, mais en même temps, puisque les pays africains s'inscrivent quasiment tous dans le processus de développement durable qui impose d'équilibrer à la fois la recherche la recherche de la création des richesses économiques, le bien-être, les conditions de bien-être matériel, mais aussi le souci de la protection environnementale. L'artisanat vient donc s'inscrire dans ce processus-là. Mais je suis pour l'industrialisation parce que sans cette industrialisation, le produit africain ne sera pas compétitif et ne servira pas au grand nombre. Il ne faut pas oublier que l'Afrique aujourd'hui c'est un vivier démographique qui va accroître les besoins du continent à l'horizon 2050. Et il faut anticiper les besoins de cette génération, les besoins de cette population aussi importante. Si l'industrialisation n'est pas au rendez-vous, alors l'Afrique connaîtra des problèmes majeurs. Et à titre d'information, juste pour l'enjeu démographique, c'est que les études récentes montrent que l'enjeu démographique africain, le défi démographique africain n'a jamais été, l'ampleur de ce défi n'a jamais été relevée par une autre société au monde. Parce qu'on observe quand même que 20 millions de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Plus de 75% de ces jeunes sont sans emploi durable et décent. Et que la population urbaine va croître de plus de 15 millions par année. Ça impose de prendre des initiatives extrêmement courageuse. Un potentiel dont les États ne sont pas conscients? Un potentiel dont les États ne sont pas conscients. Un potentiel sur le plan commercial, sur le plan du marché, mais un risque majeur sur le plan de la sécurité alimentaire, parce que quand on parle d'artisanat, il n'y a pas que le tissage. Le tissage n'est qu'un maillon, n'est qu'un élément de cet ensemble. Il y a le tissage, il y a l'artisanat du bâtiment, l'artisanat de l'alimentation. Il y a toutes ces composantes-là. Il faut une organisation, une rationalisation de tout ce secteur. Il faut même qu'il y ait des syndicats qui puissent porter la voix des intérêts de leur organisation au niveau des États, qui puissent peser dans l'orientation des axes définis par les gouvernements au début de chaque année. Alors Alfred, je voulais rebondir sur les propos d'un commerçant guinéen, c'était un modéliste ou un styliste, oui, qui disait quelque chose quand même de flagrant, pas une seule école de couture en Guinée. C'est le drame. Pour un métier qui se transmet de père en fils, au bout d'un moment, ça va s'éteindre. C'est une tragédie, effectivement, pour l'Afrique. Alors, dans certains pays, il existe des écoles de coupe et couture, de stylisme et modélisme, mais ça n'est pas suffisant.
Quand on sait que c'est un secteur, que c'est un vivier, effectivement, de possibles ressources dans l'avenir, hein, Samuel rappelait ici l'accroissement de la population africaine, donc c'est un marché potentiel. Ça nécessiterait effectivement qu'on multiplie des écoles pour que ce savoir-faire puisse se transmettre et puis se transformer, puisqu'on est dans un monde qui est assez mondialisé, où il y a des mouvements de changement des savoirs et des connaissances qui se font de plus en plus à des vitesses énormes. Et d'ailleurs, il y a une dame qui rappelait, là, leurs motifs sont envoyés en Chine et puis là, c'est dupliqué à X échelle et que donc, du coup, les leurs ne sont plus compétitifs. Donc, il faut prendre conscience justement de ce double enjeu. La formation, l'école est tout à fait nécessaire. C'est de toute façon par là qu'il faut passer si on veut penser à l'avenir et que l'enjeu de la jeunesse africaine passe aussi par la formation, par l'école, en particulier dans ces secteurs-là. Si on ne prend pas conscience, effectivement, ces savoir-faire vont disparaître et puis d'autres viendront, comme la dame l'a bien rappelé, mais les Chinois, ils copient les modèles, hein, et puis c'est tout, ils dupliquent chez eux et puis ils deviennent les exportateurs au niveau du monde de tous ces produits-là. Donc il faut prendre conscience de ça. Alors Samuel, on l'a vu, un problème au niveau du matériel qui serait trop archaïque, un métier pénible, un abandon par nos politiques publiques, mais également aussi ce problème au niveau de la communication et de la commercialisation. Oui, la communication, la commercialisation. Et là, les puissances publiques doivent prendre ce problème à bras le corps. Il faut investir dans la recherche, il faut investir dans le développement des compétences professionnelles. Car si la qualité professionnelle de l'artisan est reconnue par toutes les études, les compétences professionnelles de l'artisan méritent d'être développées. Et si l'artisanat veut être concurrentiel sur le marché national, encore que c'est une aberration aujourd'hui de parler de marché national, quand on voit l'importation des produits étrangers sur les marchés locaux, il y a une forte internationalisation des marchés. Et donc si ces produits veulent être compétitifs, il faut développer les compétences professionnelles des artisans. Et ce sera le mot de la fin pour cette partie, puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.